L'Europe a-t-elle vraiment les moyens de faire plier Alexandre Loukachenko? Cet homme est-il soutenu par la Russie? Le pouvoir biélorusse a en tout cas frappé les esprits en détournant un avion de ligne pour arrêter un journaliste critique du régime de Minsk. Avec nous pour en parler, Anne Niva, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes grand reporter, prix Albert Londres, spécialiste de la Russie notamment, et de la Tchétchénie bien entendu. Avec nous également Pascal Boniface, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Alors vous, très tôt, Pascal Boniface, sur Twitter avant-hier, c'était même dimanche lorsque cet avion a été détourné, vous avez parlé d'un acte de piraterie. Pourtant, le président Loukachenko aujourd'hui parle d'un acte légal et il accuse justement les pays occidentaux d'être au fond de mener des attaques injustes. Oui, on n'a peut-être pas la même vision du droit international, mais autant la politique on peut contester, le droit c'est le droit et il est justement incontestable. Et donc détourner un avion civil de sa route par des moyens militaires sur une base fallacieuse d'une lettre à la bombe pour ensuite retirer de force des passagers qui ne puissent pas repartir, c'est de la piraterie aérienne. D'habitude, la piraterie aérienne est le fait de groupes infra-étatiques, pour ne pas dire de groupes terroristes. Là, c'est un État qui l'a fait. Alors, c'est pas la première, mais c'est quand même rarissime, des exemples très rares. Et donc là, le faire aujourd'hui, une fois encore, s'il avait fait atterrir l'avion et qu'il avait laissé repartir l'avion avec tous les passagers, une fois les mesures de sécurité éventuelles faites, mais on voit bien que là, une fois encore, le terrorisme a été mis en avant comme un prétexte pour durcir la répression. Alors, Anne Niva, c'est spectaculaire, mais de deux choses d'une. Soit c'est le signe d'une toute-puissance, d'un homme décomplexé, ou alors d'une certaine fragilité aussi, parce que utiliser de tels moyens, des avions de chasse pour arrêter un journaliste de 26 ans... Oui, vous avez raison. On se demande véritablement ce qui motive Loukachenko, qui est pour moi un homme aux abois. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout l'impression que il fait ça en fait parce qu'il est fragilisé. Il est fragilisé depuis un certain temps. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias occidentaux qu'il ne se passe rien en Biélorussie. Il y a eu depuis août dernier, donc depuis cette réélection frauduleuse, des manifestations qui ont mené des centaines de milliers de personnes dans la rue. Ça, c'est du jamais vu en Biélorussie. Donc, son pouvoir est menacé. Il est menacé encore bien plus que ne l'est, par exemple, si on fait une comparaison, le pouvoir de Vladimir Poutine. Donc, c'est un homme qui, en même temps, veut plaire la Russie, ce qui est son seul soutien, et en même temps continue à être quelqu'un qui veut exister sur la scène. Suite à ce qui s'est passé, il a été convoqué, enfin ça c'est moi qui le dis, mais en tout cas il va y avoir une rencontre, pas plus tard qu'après-demain je crois, à Sotchi, entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko. Alexandre Loukachenko, je voudrais simplement souligner le fait qu'il n'est pas toujours sur la même position que Vladimir Poutine. Par exemple, il n'a jusqu'à présent jamais reconnu l'annexion de la Crimée par le régime russe. Voilà, qui mérite d'être rappelé. Alors aujourd'hui, tous les regards se tournent vers Roman Protasevich, avec notamment cette vidéo glaçante dans laquelle il a dû faire des aveux sous la contrainte. Mais de nombreux autres jeunes Biélorusses tentent de fuir leur pays, comme nous le montrent ces images commentées par Guillaume Villadier. Jusqu'à l'été dernier, pour les gardes frontières lituaniens, patrouiller de nuit à la lisière de la Biélorussie n'était qu'une simple formalité. Plus maintenant. D'où venez-vous? De Biélorussie, je demande l'asile politique. Vous avez des papiers? Il sort de la forêt, il n'a que 19 ans et ne veut pas dire son nom. Dans son sac, des cigarettes, de l'eau et une Bible. Je me sens soulagé. J'ai réussi à échapper à l'horreur qui se produit dans mon pays. Une voiture l'a déposé à quelques kilomètres de l'autre côté, puis il a fallu éviter les patrouilles biélorusses et se battre avec un genou défaillant. Souvenir, dit-il, d'un passage à tabac lors d'une arrestation. Il a froid, on va lui donner du thé. Nous allons vérifier ses affaires et demain matin, nous lui trouverons un endroit temporaire où rester. Le jeune homme raconte qu'il a déjà été arrêté 4 fois après des manifestations contre le régime et qu'il a déjà cherché à fuir en Ukraine. Pour les opposants, impossible de quitter légalement la Biélorussie, mais un réseau d'organisations leur vient en aide très discrètement. Nous leur expliquons que la seule façon pour eux de partir est d'aller en Russie, en Ukraine, en Lettonie ou en Lituanie. Ils doivent comprendre que c'est risqué et qu'ils doivent être responsables de leurs actes. S'ils décident de franchir la frontière, nous les aiderons. Depuis août dernier, des centaines de Biélorusses ont traversé la frontière, légalement ou non.
La Lituanie leur a accordé des visas de 6 mois pour leur permettre de régulariser leur statut. German Zneskov est l'un d'eux. Poursuivi à Minsk pour avoir manifesté, lui et sa famille ont obtenu l'asile politique en 3 mois. Je tiens à dire que nous vivons maintenant dans un pays libre. Mais après l'arrestation spectaculaire de Roman Protasevich, l'inquiétude monte. Même loin de chez eux, sont-ils vraiment hors de portée du régime Loukachenko ? Un régime qui n'a aucune limite, qui fait régner la terreur. Voilà ce que dit dans les colonnes du Monde un autre opposant au régime, en tout cas un journaliste de Nexta, au journal médiatique qui dérange le pouvoir. C'est une dictature ? Oui, c'est une dictature, parce que les élections ont été truquées, et quand on réprime par la force toutes les manifestations avec une telle violence, qu'on met en prison la moindre contestation, que l'on passe une législation qui permet d'emprisonner ceux qui ont soutenu des contestataires, c'est très nettement une dictature, puisque le pouvoir n'a pas été choisi librement par les citoyens. Et si le vote libre avait été libre, ce n'est pas M. Loukachenko qui aurait obtenu un nouveau mandat. Donc il se maintient non pas par les urnes, enfin les urnes oui, mais bourrées et truquées, et par la force, par la répression, aussi un peu par un soutien indirect de la Russie, mais pas du tout par la volonté populaire. Si la volonté populaire s'exprimait, M. Loukachenko ne serait plus président du Bélarus. Il est au pouvoir depuis près de 30 ans, Alexandre Loukachenko. Une réaction peut-être aux images qu'on vient de voir, des dissidents persécutés à l'intérieur, que l'on va chercher dans les airs. Oui. Aux portes de l'Europe. Non, mais c'est bien la preuve que Loukachenko vit dans un autre monde. Il est resté dans ce monde soviétique. D'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie, pardonnez-moi Anniva de vous couper, sur le coronavirus, il était... ça n'existe pas chez nous. Absolument. Il nie l'évidence sur le coronavirus, comme il nie l'évidence dans son propre pays par rapport justement aux besoins, aux désirs qu'ont ces jeunes dissidents et d'autres personnes moins jeunes qui vivent en Biélorussie de changer de système de valeurs, d'ouvrir ce pays, de ne pas être resté, disons, gelé, comme ça donne cette impression, dans l'ère soviétique. Et c'est ça, je crois, qui ne satisfait pas non plus tout à fait Vladimir Poutine. Parce qu'il est, lui aussi, Vladimir Poutine, soumis au même questionnement. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a aussi des problèmes d'opposition dans son pays. On pense à Alexei Navalny qui est emprisonné, mais il y a une pression qui vient du bas, qui vient de la société elle-même pour du changement. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Russie et en Biélorussie de cette manière exacerbée, ce sont les conséquences du traumatisme de la fin de l'URSS, qui, alors que le peuple, lui, a déjà compris qu'on vivait dans un autre siècle, eh bien les dirigeants, certains des dirigeants, mais là on parle de Loukachenko qui est là depuis 1994, ne veulent pas le comprendre. Oui. Donc il se renferme, c'est un État parié, c'est un paria, pardon, c'est un homme qui se recroqueville. Et donc il fait peur, et il a peur lui-même en fait. Et donc, il provoque la peur. Moi, j'ai peur de ce qu'il pourra provoquer autre, peut-être. Vestige de l'URSS, c'est vrai qu'il se dit même que les services de renseignement biélorusses s'appellent encore KGB. Mais c'est pas il se dit, c'est leur nom. Et c'est la vérité. Et Loukachenko avait voté contre la dissolution de l'Union soviétique. Bien sûr. Donc c'est un nostalgique de l'Union soviétique réelle. C'est vrai que, côté positif, il a moins laissé la place aux oligarques qui se sont gavés aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Mais il voudrait un peu conserver un monde ancien. C'est un peu goodbye Lénine. Un peu, Vous avez cité l'Ukraine, Pascal Boniface, c'est intéressant. Il suffit de regarder une carte. Ukraine, on est là, en Biélorussie, à la frontière de la Pologne et de la Lituanie. Que peut l'Europe à ses portes? On a le sentiment qu'il y a presque une sorte de conflit interposé entre la Russie et l'Europe via l'Ukraine tantôt, via la Biélorussie aujourd'hui. L'Europe peut beaucoup plus, mais c'est vrai que les pays européens ont un peu tendance à sortir les sanctions à tout bout de champ, et après elles perdent un peu de leur efficacité. Et parfois, pardonnez-moi de vous couper, c'est aberrant, parce que là on voit des cartes qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a plein de compagnies aériennes qui doivent désormais composer avec et détourner l'espace aérien biélorusse. Oui, alors maintenant c'est peut-être pour des mesures de sécurité. Alors ça gêne plutôt les compagnies aériennes européennes. Ce qui gêne plus le Bélarus, c'est le fait que les avions bélarusses ne peuvent pas venir en Europe. Et ça l'isole un peu plus. Et ça, je crois que c'est la moindre des choses. On ne peut pas... Autant je suis opposé aux sanctions dans tous les sens, mais il y a deux écueils. Le premier, c'est donc on a détourné un avion, on n'a pas respecté les règles de l'aviation internationale, et bien voilà, on gêne l'aviation nationale biélorusse. Mais ce qu'il faudrait, c'est ne pas se contenter de sanctions occidentales, parce que c'est un peu notre péché mignon de dire le monde occidental. Et trop souvent, les Occidentaux confondent communauté occidentale et communauté internationale. Il y a une différence. Les Occidentaux sont partis du tout, ils ne sont pas le tout. Et donc, ce qu'il faut faire, au lieu de dégainer
dégainer les sanctions et ensuite de dire aux autres venez ratifier, etc., il aurait peut-être fallu faire un travail de persuasion de Loukachenko en détestation, mais le fait que l'OTAN se précipite pour cette affaire donne un peu du grain à moudre à la fois aux Russes. Oui, parce que l'OTAN se dit ah génial, on a là quelque chose, on va prouver qu'on est utile, mais du coup, du côté russe, du côté biélorusse, on peut dire ce n'est pas la violation du droit international qui est en cause, c'est la rivalité stratégique globale. C'est l'OTAN qui avance ses pions et les accusations mutuelles. Et il est plus difficile de rallier des pays non occidentaux une fois que l'OTAN apparaît comme étant à la manœuvre. Autant l'Union européenne est légitime pour agir, autant ce n'est pas le problème de l'OTAN. Alors Vladimir Poutine se réfère souvent, et à juste titre, disons-le, au droit international, notamment s'agissant des conflits. Là, pour le coup, il dit que c'était un acte raisonné. Il se dit qu'il ne pouvait pas ne pas savoir, parce que de toute façon, il y avait des ressortissants russes à bord de l'appareil, donc il le savait. Non, écoutez, ça, moi je ne sais pas si Vladimir Poutine a lui-même décidé de ce qu'allait faire Loukachenko. Ce que je peux vous dire en tant qu'observatrice de ce monde russe depuis un certain temps, c'est que la Russie n'a pas réagi avec un immense enthousiasme à ce détournement d'avion. C'est-à-dire quand ça a eu lieu dimanche, ils ont traîné des pieds. Et c'est uniquement la porte-parole du MID, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a fait une réaction sur son Facebook, évidemment en soutenant ce qu'avait fait Loukachenko. Ensuite, on a eu droit à Vladimir Piskov, donc le porte-parole du gouvernement, dès lundi, qui lui disait il faut attendre ce que vont dire les enquêteurs, etc. Et qui aujourd'hui dit du bout des lèvres que bien sûr ce qu'a fait Loukachenko correspondait au droit international aérien. Mais disons, on sent que c'est quand même quelque chose qui gêne. C'est un boulet, c'est une bourde. Mais ce qu'on veut comprendre, Aniva, vous qui connaissez bien la Tchétchénie, pourquoi quand c'est l'Ukraine et la Biélorussie, ça dérange l'Union européenne? Est-ce que c'est parce qu'il y a l'OTAN, entre guillemets, dans les parages? Parce que la Tchétchénie, je ne vais pas jouer dans le jeu des comparaisons, mais entre la Tchétchénie et la Biélorussie... Je vous rappelle quand même que la Tchétchénie fait partie intégrante de la Fédération de Russie. Donc la Tchétchénie, ce sont les affaires intérieures russes. Tandis que là, on a une autre gradation, c'est l'Ukraine et la Biélorussie qui sont des ex-républiques soviétiques. Ce que le Kremlin considère comme son précaré. C'est-à-dire que le Kremlin dit c'est l'étranger proche. C'est l'expression russe pour parler de la Biélorussie et de l'Ukraine. Mais la Biélorussie et l'Ukraine sont des États indépendants qui ont déjà leur politique étrangère, qui veulent, comme l'Ukraine l'a bien montré depuis bien longtemps, rejoindre l'Union européenne. Pour la Biélorussie, c'est plus complexe. Mais Loukachenko, qui n'est pas justement uniquement quelqu'un qui est pro-Poutine à fond et qui oublierait les intérêts de son pays, il cherche à avoir du gaz et du pétrole russe à moindre coût, mais il cherche, et en échange, il apporte le fait que son pays est comme une zone, buffer zone, face justement à l'expansion de l'OTAN. Mais de l'autre côté, il voudrait aussi également amadouer, il voulait, maintenant ça semble impossible, les structures européennes pour éventuellement obtenir des bénéfices. Alors l'Europe, en attendant, Pascal Boniface, outre les sanctions, concrètement? On ne va pas envoyer l'armée libérer le dissident. Non, il faut effectivement... Les sanctions sur les personnes, ça ne sert pas à grand-chose. C'est voir vraiment là où ça fait mal et surtout élargir. Faire un front beaucoup plus ample contre cet acte de terrorisme, contre cet acte de piraterie et ne pas uniquement penser en termes occidentaux. Moi, il faut vraiment élargir la riposte. Pardon, ces sanctions sont absolument... Si vous voulez, c'est peut-être le maximum qu'on puisse faire et je ne crois pas qu'elles auront un énorme impact. Et nous sommes toujours, nous, Européens, en réaction. Plutôt qu'à pro-agir par rapport à ces pays. Et évidemment, Loukachenko le sait très bien, Poutine aussi, et ils utilisent nos faiblesses pour s'y engouffrer. Merci beaucoup, Anne Niva, d'avoir répondu à nos questions. On signale peut-être votre dernier ouvrage, une BD, c'est ça? Dans oui, la une gueule bande dessinée, du loup. oui, pour m'exprimer différemment. Voilà, aux éditions Marabout, c'est ça, il nous semble, et une reporter, Nina, qui raconte la Tchétchénie et d'autres pays.